Bonjour à tous, merci d'être venus. Aujourd'hui, je vais faire un séminaire donc, sur la présentation compacte de l'AFU et pour sa compression. C'est une partie du travail que j'ai effectué en fait, avant de venir ici, donc, dans le laboratoire Ligéa. Et donc, tout d'abord, c'est une petite introduction de l'AFU. Donc, l'AFU, en fait, le concept de l'AFU n'est pas tout nouveau. La première fois, l'AFU a été introduit, donc il y a déjà un peu plus de 100 ans. Et donc, le but de l'étude, c'est en fait d'enregistrer tous les rayons de lumière dans l'espace 3D. Donc, si on a une fonction dans l'étude complet, donc ce sera une fonction de 7 dimensions. Donc, on a x, y, z ici. X, y, z ici, donc ce sont des coordonnées 3D d'un point O, donc situé dans l'espace 3D, qui est la source de lumière. Alors après, il y a θ et φ, donc ce sont les deux angles qui vont déterminer la direction des rayons de lumière. Et le t, donc c'est le temps, et là, c'est le nombre d'ondes. Donc, effectivement, en pratique, si on c'est difficile de manipuler cette fonction CD. Donc, c'est pour ça que les gens ont simplifié ça à une interprétation AKD. Donc, cette interprétation AKD, c'est obtenu par intersection d'un rayon de lumière avec deux plans parallèles. Donc, on a un plan de caméra donc, qui est indexé par les coordonnées UV et notre plan d'image qui est indexé par les coordonnées X et Y. Alors après, aujourd'hui, il y a plein d'équipements qui permettent de capturer ces lumières. Donc, à commencer par une caméra prime optique basée micro-lentille. On peut aussi capturer un champ de lumière par un grille de caméra. Donc, on voit ici, il y a plein de caméras. Donc, c'est la deuxième figure. Et donc, c'est une solution assez coûteuse parce qu'il faut pas toutes ces caméras. Donc, une autre alternative beaucoup plus économique, c'est utiliser un seul caméra, mais qui peut bouger sur un grand trip. Donc, après, pour la suite de ma présentation, donc, je vais utiliser l'interprétation en image sous ouverture. Donc, ici, on a une matrice d'image. Donc, chaque image, on peut voir, il y a beaucoup de corrélations entre eux. Donc, ça, c'est parce qu'en fait, c'est presque la même image, mais ce sont les mêmes scènes, mais vues d'un point de vue légèrement différent. Donc, effectivement, il y a beaucoup de corrélations. Et on peut faire l'analogie avec les vidéos, parce que la vidéo, c'est rien d'autre qu'une séquence d'images qui sont corrélées entre eux. Et donc, pour l'AFU, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire dans la recherche. Alors, il faut faire la compression pour réduire la quantité de données. Et parce comme il y a des informations riches dans la scène 3D, donc on peut faire des problèmes annexes, on peut faire l'estimation de profondeur, on peut faire la synthèse de vue, la reconstruction 3D, etc. Alors donc, le but de cette présentation, c'est de je vais vous présenter comment trouver des représentations compactes et efficaces pour les LiveFeed et spécialement pour la compression de LiveFeed. Alors donc, le premier réflexe qu'on peut avoir, donc la solution simple et intuitive, c'est d'utiliser directement un schéma de compression de vidéo et pour faire la compression de LiveFeed. Alors, généralement, ça va bien marcher. Donc, alors ici, j'ai un réseau donc pour la compression vidéo. Donc, généralement, dans ce type de réseau, donc on a un premier réseau qui va permettre de compresser l'image. Donc, c'est pour des frames, des références. Donc, ça va coder entre. Et on a un deuxième réseau donc, qui va permettre de faire estimation de OptiFlow, donc entre l'image de référence avec l'image prévue. Et ensuite, on aura des auto-encodeurs. Donc, dans ce cas-là, il y a deux auto-encodeurs. Donc, un premier auto-encodeur pour compresser le flow optique et le deuxième auto-encodeur, c'est pour compresser la résidue. Et finalement, ce qui va être transmis, ce sont des feature maps quantifiés dans les couches cachées, donc dans l'espace latent de auto-encodeur. Donc, on voit, même si ça fonctionne généralement bien, mais on voit qu'il y a certaines contraintes pour ce genre d'architecture. Donc, on évite des architectures assez complexes, donc assez pas difficiles à entraîner de manière de bout en bout, parce qu'il y a plein de paramètres. Et on a aussi besoin beaucoup de données entre nous. Donc, c'est la motivation pour laquelle on propose donc cette méthode. Donc, l'objectif de ce travail, c'est de proposer un modèle génératif profond pour la compression de LiveFeed.
Donc, on n'a pas envie d'avoir de renseignements du tout, donc, autre que le live feed lui-même. On a envie d'avoir un modèle compact et simple. Et on a aussi envie d'avoir un modèle donc, qui peut être entraîné de bout en bout sans des réseaux extérieurs pré-entraînés. Donc, ce sont des objectifs de ce travail. Et alors, ici, je vous donne en vue globale donc, de ce réseau. Donc, à l'entrée de ce réseau, donc, ce sont des volumes 3D de bouilles. Donc, ces bouilles-là sont générées aléatoirement. Donc, ce sont des bouilles gaussiennes. Et à la sortie, donc, on a le live feed entier reconstruit. Donc, en l'instant, on peut considérer ce réseau comme une boîte noire. Donc, cette boîte noire est notée par θ. Donc, ce θ-là va transformer les deux volumes 3D de bouillie, donc ZS et ZA, à une live feed reconstruite. Ensuite, on va définir un NGE. Cet NGE, en fait, ça va définir donc soit par MSE entre une live feed origin, le qu'on choose, et la live feed reconstruite. Mais on peut aussi pas définir ça comme, par exemple, MS SSIM, tous les autres métiers, tant que c'est dérivable, on peut l'utiliser. Et donc, on va trouver le θ étoile, donc le réseau optimal, donc qui va permettre de minimiser cette fonction de coût, de cette fonction énergie, donc par la méthode de descente gradient. Donc, ça, c'est une vue globale de notre réseau. Ensuite, je vais entrer un peu en détail parce que ce réseau-là, en fait, c'est pas évidemment, ce n'est pas une boîte noire. Donc, si c'est conçu comme ça, donc il y a bien un réseau. Donc, la raison que je fais ça, c'est en fait, ce qu'on veut faire, c'est de dissocier les informations spatiales avec les informations angulaires. Et donc, c'est pour ça qu'on divise ce réseau par deux parties. Donc, la première partie, c'est un réseau récurrent, donc qu'on veut GRU. Donc, GRU, c'est Gated Recurrent Unit. Donc, c'est censé de modéliser les variations, toutes les variations angulaires. Et on a un deuxième réseau, donc c'est le deep decoder, c'est un réseau génératif profond de type decoder, donc qui va censé modéliser toutes les informations spatiales. Alors, donc, pour la partie conventionnelle GRU, alors en fait, le GRU, c'est similaire à un réseau RSTM, donc dans le sens où, en fait, tous les deux utilisent le mécanisme à porte. Donc, en anglais, c'est gated mécanisme. Donc, ce mécanisme-là va permettre au réseau en fait, d'apprendre automatiquement quelle partie d'information il faut oublier et quelle partie d'information il faut le garder pour la prochaine prédiction. Alors, la raison en fait, pour laquelle on a choisi GRU par rapport à RSTM, c'est parce que les GRU contiennent beaucoup moins de paramètres qu'un RSTM, tout en gardant à peu près la même performance au niveau de qualité d'image. Donc, la première chose qu'on fait, c'est calculer deux portes, donc une porte de reset R et une porte de mise à jour U. Donc, on va utiliser cette porte reset R pour calculer, ici, en fait, une volume M. Donc, ce M-là, ça représente une sorte d'information nouvelle. Et ensuite, on va utiliser la porte de mise à jour U. Donc, U fois M, donc ça représente une partie d'information nouvelle. Et ici, le 1 moins U, donc c'est les complémentaires de U, multiplié par l'état caché à instant tau moins 1. Donc, ça représente une information qui est utilisée avant. Donc, c'est une information qu'on voulait conserver pour la prédiction à instant tau. Donc, c'est comme ça qu'on reconstruit l'état caché à instant tau. Et ensuite, donc, on peut calculer la sortie de réseau. Donc, à l'entrée, on a le volume de bouillie, et à la sortie, on va générer une séquence de volume de bouillie, mais cette fois-ci corrélée. Voilà. Alors après, donc, pour l'instant, donc, ce sont des bouillies de type angulaire, mais parce qu'on a aussi une partie d'information qui est statique, donc qui est partagée par tous les bouillies de live feed. Donc, c'est pour ça que j'ai utilisé un volume de bouillie. Donc, ça, c'est pour la bouillie statique. Et alors, comme c'est partagé par tous les bouillies, donc je fais simplement répéter cette volume de bouillie. Et le nombre de fois de répétition, donc c'est le nombre de bouillies. Donc, ça va construire aussi une séquence de bouillies. Et ensuite, je vais faire simplement concaténer ces deux séquences de bouillies corrélées.
entre eux pour construire en Go séquence de boules. Alors donc, jusqu'à maintenant, on a pour l'instant juste de bouilles, donc on n'a pas encore vu le live feed. Donc, c'est la deuxième credo qui va faire ce travail. Donc, il va transformer le bouille vers un live feed entier. Donc, ce credo, en fait, c'est un credo de type décodeur. Donc, ça contient des structures alimentaires. Donc, ils contiennent, donc, par exemple, une couche conventionnelle avec une fit 3x3. Donc, ça contient une couche qui permet de faire l'upsampling, donc sans paramètres. Donc, c'est un upsampling prédéfini, sans paramètres. Ça contient une couche activation non linéaire, ça contient une couche normalisation et finalement, on module attention. On module attention, ça permet de faire moduler les feature maps. Donc, il y a certains features qui sont plus importants que les autres. Donc, il faut faire plus attention à ça. Et alors après, on peut envisager aussi d'apprendre les opérations d'upsampling. Donc, ça, c'est la couche de Pixel Shuffle qui permet de faire ça. Donc, en général, dans notre simulation, on a trouvé que si on utilise cette couche de Pixel Shuffle, donc ça va permettre de largement améliorer la performance en termes de PSR. Mais par contre, le coût à payer, donc il y a plus de paramètres. Parce que maintenant, l'upsampling se fait non pas sans paramètres, mais avec des paramètres. Donc, en coût, le taux, c'est le nombre de paramètres, ça va être 4 fois plus qu'un credo sans cette couche. Donc, en fait, ce qui est intéressant à faire, c'est quand le bitrate est élevé, donc pour le haut débit, on peut utiliser ça, mais si le bitrate est limité, donc c'est mieux d'utiliser un sampling sans paramètres. Donc, au lieu de nombre de paramètres, donc, alors pour la partie comme GRU, donc on a environ 20 000 paramètres. Pour le générateur, il y a 90 paramètres, et donc si on fait le somme de deux, donc ça fait 110 000 paramètres. Donc on reste sur des structures quand même assez compactes par rapport à d'autres réseaux qui peuvent facilement atteindre à dizaines de millions de paramètres pour la compression vidéo. Et alors, donc tous ces paramètres-là, il faut les transmettre. Donc il faut faire la quantification de ces paramètres. Et donc on utilise une technique qui s'appelle Quantitation Aware Learning, donc ce n'est pas tout nouveau en soi, ça déjà existe, mais ce qui est un peu spécifique ici, c'est au lieu de faire une quantification uniforme, on fait une quantification non uniforme. Donc ce qu'on fait, c'est d'appliquer l'algorithme de Cummings pour trouver les centroïdes. Et évidemment, si on fait ça pour chaque itération dans l'apprentissage, donc ça va être très long, ça va être assez coûteux. Donc ce qu'on va faire, c'est de faire une fois pour toutes la Cummings juste avant l'entraînement. Et après, donc pendant l'entraînement, on va faire la mise à jour de chaque centroïde par faire la moyenne des gradients de tous les poids qui appartiennent qui est assigné à certains centroïdes. Donc c'est par cette formule-là qu'on fait les updates, les mises à jour de centroïdes. Après, au niveau de performance, donc, pour chaque live feed, donc, je dois entraîner un modèle PSR et un autre modèle SSIM. Donc, je compare avec les méthodes donc, classiques de compression vidéo, par exemple HEVC et aussi JPEG Prenom. Donc, c'est un standard spécifique pour compression de live feed. Et je compare avec des méthodes deep learning pour la compression vidéo, donc RLVC, HEVC, OpenDVC. Donc, ce sont des méthodes étendard. Je compare aussi avec Neuf. Donc, Neuf, en fait, c'est un peu similaire à notre méthode, dans le sens où il n'y a non plus les données d'entraînement. Donc, on voit qu'en termes de PSR, on est à peu près au même niveau par rapport à HEVC et JPEG Prenom. On est meilleur par rapport aux autres méthodes par des deep learning. Et en termes de SSIM, donc, on voit que c'est encore mieux, on est meilleur par rapport à toutes les méthodes comparées. Et alors, si on compare visuellement, là, j'ai avoué qu'on ne peut pas voir grand-chose, mais en fait, dans notre image, on peut donc il est un peu plus de détail et un peu moins fou pour un débit donné. Et alors, par ce slide, je vais juste montrer les variations de PSR donc, pour tous les lieux de live feed.
Donc, on peut voir pour certaines méthodes comme HEVC, donc on voit qu'il y a un pic ici, donc cette image-là a une PSNR vraiment élevée, ben ça c'est une image qui est codée en train. Et par contre, il y a aussi pour avoir des images qui avoir une PSNR pas très très mauvaise. Et le gap entre le min et max, c'est énorme. On peut atteindre jusqu'à 8 dB d'écart. Et notre courbe, en fait, c'est la courbe noire. Donc, on peut voir que en fait, l'écart entre le min et max, c'est à peu près 1,5 dB. Donc, alors, si on fait la moyenne de tout ça, évidemment, on est à peu près au même niveau de HEVC, mais par contre, au niveau de homogénéité de qualité d'image, donc notre méthode est meilleure par rapport à HEVC. Alors, donc ça, c'est la première méthode. Et donc, ensuite, je vais présenter donc, la deuxième méthode donc, on fait avec Kisting et avec notre ancien TDAR. Donc, pour la synthèse de vue de live view. Donc, le but de ce travail, c'est de faire la synthèse de vue à partir d'un ensemble sparse de live view. Donc, ce qu'on va utiliser, c'est 4 vues au courant de live view. Et on va générer une live view entière. Et donc, évidemment, on peut utiliser ça pour la compression parce que ce qu'il faut transmettre, c'est juste les 4 vues au courant. Et ensuite, on peut générer les autres vues à partir de ces 4 vues au courant compressées. Donc, voici la vue globale donc, de ce réseau. Donc, on a 4 images au courant. On a notre réseau ici. Et à la sortie, c'est en vue dans une position cible, donc qui est notée LT chapeau. Et ce réseau, en fait, il y a 4 sous-parties. Donc, la première partie, c'est estimateur de disparité. Et on peut faire la synthèse vue donc, par la branche orange, donc, qui permet de faire synthèse vue par des pixels. On a donc, ce sous-réseau violet, donc, qui va permettre de faire synthèse vue par branche feature. Et finalement, on a une fusion, donc fusion de tout ça, des 2 branches, pour générer des images finales. Donc, je vais entrer un peu plus de détails dans le réseau. Donc, dans la première partie, donc, estimation de disparité, alors on va utiliser un réseau en fait, qui est pour le flot optique. Alors, ça, c'est parce qu'en fait, dans l'état là, il y a plein de travaux qui est fait pour le flot optique, mais beaucoup moins en disparité. Donc, on va utiliser un réseau qui s'appelle WCNet, donc qui est un réseau assez compact, assez petit. Et après, la différence entre un flot optique et disparité, c'est avec le flot optique, il y a 2 composants. Donc, le déplacement en X et le déplacement en Y. Mais avec disparité, on n'a qu'une seule composante, donc en X. Donc, il faut adapter le PWCNet pour estimer la disparité. Donc, ce qu'on va faire, c'est prendre une paire d'images dans le live feed, donc une paire horizontale, et pour fine-tuning ce réseau PWCNet pour garder une seule composante. Et ensuite, donc, comment utiliser? Donc, pour chaque courant de live feed, on voudrait calculer sa carte de disparité. Donc, comment faire? On va prendre une paire horizontale ici et une autre paire verticale. Donc, on va mettre ça dans le réseau PWCNet. Donc, pour la paire horizontale, on peut appliquer directement le PWCNet pour obtenir une carte de disparité. Et pour une paire verticale, ce qu'on fait, c'est simplement faire une rotation de 90 degrés pour transmettre ça à une paire horizontale et ensuite mettre dans le PWCNet et faire, une fois qu'on a la carte de disparité, on fait la rotation inverse et pour obtenir la disparité finale. Donc, si on comprend bien, donc maintenant, pour chaque fois, on a 2 cartes de disparité. Donc, il faut les fusionner. Donc, comment faire? Je fais par principe de Winotecan. Donc, pour chaque pixel, je vais choisir la valeur de disparité qui va correspondre à le minimum d'erreur pour le mapping. Donc, c'est par donc cette équation-là que je choisis les valeurs de disparité, que je fusionne ces 2 cartes de disparité vers une seule carte de disparité. Alors, donc maintenant, pour chaque coin, donc on a les cartes couleurs, on a l'image couleur. Donc maintenant, on a aussi une carte de disparité correspondante. Donc normalement, on a tout ce qu'il faut pour générer la vue dans une position cible. Donc, ce qu'on fait, c'est de faire une simple forward mapping de cette image-là
à l'aide de la carte disparité ici. Donc, ça va générer une image WAP et avec la masque occultation. Donc, comme on a 4 images sources, donc ça va générer en fait ici donc 4 images WAP et 4 masques d'occultation. Donc, ce qu'on va faire, c'est de concaténer tout ça et on va mettre dans un réseau donc, qui est construit de 4 couches. Et donc, ce réseau-là va transformer toutes ces données-là vers une image finale, donc qui est l'image synthétisée pour la position cible T. Donc, ça, c'est pour la branche pixel. Et on peut faire exactement la même chose pour la branche, pour la branche feature. Donc, ce qu'on fait, c'est on va utiliser un encodeur, donc BGG encodeur, pour extraire des feature maps, des cartes features. Et donc, on a des cartes features avec 3 différents niveaux de résolution, donc dans 3 hiérarchies. Et donc, on va faire, par contre, l'image, on va faire le warping de ces feature maps vers une position cible. Donc, on obtient 4 feature maps et 4 masques. Donc, on va fusionner tout ça vers une seule feature map. Et ensuite, donc pour la feature map de la résolution inférieure, on va faire upsampling. On va fusionner avec le feature map de niveau supérieur. Donc, pour donner plus d'informations, des informations supplémentaires au niveau de fichier. Donc, à la fin, ici, donc au niveau le plus haut, donc on va obtenir une seule feature map et on va mettre ça dans des couches de convolution et ça va sortir des images finales. Si on comprend bien maintenant, en fait, on a obtenu 2 images. Donc, une image par la synthèse de pixels au niveau de pixels et une autre image par synthèse au niveau de feature. Donc, il faut fusionner les deux pour avoir une seule image. Donc, alors, ce qu'on fait, c'est on utilise notre réseau, mais cette fois-ci, ce réseau-là, c'est plutôt un réseau petit et qui va permettre d'apprendre une masque M donc, avec toutes les valeurs entre 0 et 1. Donc, ce masque M, ça va être fusionner les deux images qu'on a obtenues avant par cette formule. Et finalement, la fonction de coût, c'est la MSE entre les images synthétisées avec les images de grand chose. Et tout ce réseau-là, ça peut être pris d'une manière de bout en bout. Donc, si on visualise l'image donc avec les différentes reconstructions, donc on peut voir que si on fait la reconstruction par des pixels, on peut voir que les couleurs, c'est proche de la image de grand chose. Mais par contre, sur certaines zones où il y a beaucoup de textures, on peut voir des flous. Par exemple, sur le rocher, sur le plan, on peut avoir un peu de flou. Et par contre, pour la reconstruction par des features, donc on peut voir que l'image a beaucoup de textures et parfois un peu trop de textures par rapport à l'image de référence. Donc après, quand on voit les images fusionnées, donc on peut voir que lui, en fait, il prend avantage de ces 2 images donc, et il est vraiment très proche de l'image de grand chose. Et ici, donc, je vous juste montre en fait le masque qu'on a calculé pour fusionner les 2 images. Et donc, au niveau de simulation, donc en termes de résultats, j'ai testé sur des latitudes synthétiques et des latitudes réelles. Donc, j'ai testé donc avec les niveaux de disparité différents. Alors, par exemple, 10, ça représente 10 pixels entre les 8 coins, donc ça correspond à une latitude plutôt dense. Ça peut aller jusqu'à à peu près 100%, un peu moins de 100 pixels entre les coins de l'image. Entre les coins de latitude, donc ça correspond à latitude espace. Et si on compare avec ces méthodes de référence, on voit que notre méthode est largement supérieure. Donc pour les données synthétiques, on est à peu près 1,5 dB de mu et pour les données réelles, on a à peu près 2 dB de mu par rapport aux autres méthodes. Donc si on visualise l'image, donc, on peut voir, donc ça c'est notre méthode, ça c'est DeepVS et ça c'est LLFF. Donc, on peut voir que, donc surtout pour le background où il y a beaucoup de textures, on voit que là,
on a beaucoup moins d'erreurs par rapport aux deux autres modèles. Et alors pour la donnée réelle aussi, là pour le coup, on voit moins bien parce que c'est un peu sombre. Donc, en fait, c'est sur les bords de rochers et aussi sur les plantes, dans les bords de plantes, on peut voir qu'il y a un peu moins d'erreurs par rapport aux les deux autres modèles. Alors donc, après, le but de cette représentation, c'est quand même de faire la compression. Donc, on peut faire la compression avec. Donc, c'est plutôt simple. Donc, dans le côté encodeur, donc on a la feuille entière. Donc, on va prendre juste les 4 points et ça va coder un HEVC entier. Donc, ça, c'est pour l'encodeur. Et pour le décodeur, donc, on va faire le HEVC decoding pour retrouver les 4 crans de latitude. Et on va appliquer ce réseau pour faire générer tous les autres vues de latitude. Donc, si on compare avec les méthodes comme HEVC et JPEG-Plano, donc on peut voir que notre méthode qui est représentée par des courbes bleues, c'est largement meilleur par rapport à HEVC et JPEG-Plano. Ça peut atteindre jusqu'à 3 ou 4 dB de gain. Donc, c'est un gain assez significatif. Et alors, cette méthode-là, ça peut aussi utiliser pour faire interpolation temporaire pour le vidéo. Donc, on compare avec les méthodes d'étalard. Donc, pour le dataset Vimeo, donc c'est la 12e meilleure méthode. Et pour le dataset Adobe, c'est la meilleure méthode par rapport aux autres. Alors là, c'est aussi une visualisation, mais c'est aussi très récent. Donc, on ne peut pas vraiment voir grand-chose. Sur le main de l'achat, on peut voir quelque chose, mais c'est beaucoup trop sombre. Alors, donc ça, c'est la deuxième méthode que je vais présenter. Et maintenant, je vais présenter la troisième méthode, qui n'est pas basée sur Deep Learning pour cette fois. Donc, c'est une méthode, en fait, pour faire la compression de vidéo, pour faire la compression de latitude, et basée sur un modèle faible rang et en utilisant l'isomorphie. Donc, je vais faire un peu plus rapidement pour cette méthode. L'idée, c'est de mettre tous les vues de latitude dans une matrice. Donc, on a par ici, la matrice est présentée ici. Donc, chaque colonne de matrice, c'est une vue de latitude. Donc, on va vectoriser la vue de latitude à une vecteur colonne et on le met dans la matrice. Donc, dans cette matrice-là, on a n vues. Donc, et ici, la dimension, c'est n fois m. Donc, n, c'est le nombre de vues et m, c'est le nombre de pixels par vue. Et comme toutes les vues de latitude sont corrélées, donc on peut espérer que ce matrice-là a de fortes chances d'être de faible rang. Donc, le rang de matrice K va être très inférieur à un nombre de vues n. Donc, c'est pour ça qu'on peut décomposer cette matrice en deux matrices, un produit de deux matrices, de matrice B fois matrice C. Dans la matrice B, en fait, ça va contenir le K icon image, et le nombre de K icon image, donc ça va être inférieur à n. C'est pour cela que ça va nous permettre de faire la compression. Et il y a une matrice C, donc la matrice, il contient des... donc C, en fait, c'est une matrice de coefficient, donc il n'est pas de grande taille, de taille K fois n, donc c'est une petite matrice qui est facile à coder. Et donc ensuite, on a trouvé que si on peut appliquer des homographies, pour bien aligner les vues de latitude, donc on va retrouver une matrice qui va avoir un rang encore plus faible. Et ensuite, si on peut trouver des homographies H et B et C d'une manière conjointement, afin de minimiser l'erreur d'approximation, donc I rond H moins B, C. Donc I rond H, C sont des vues alignées. Donc si on veut minimiser cette erreur d'approximation, donc ça peut encore permettre d'améliorer la qualité de compression. Alors, donc comment trouver H, B et C conjointement? Donc j'ai utilisé une méthode itérative. Donc,
Donc, dans un premier temps, je initialise H et homographie avec des matrices identité. Et pour chaque itération, donc, dans un premier temps, je fixe H, donc je calcule BSC à l'aide des simples SVD. Et une fois que BSC est trouvé, donc on peut fixer BSC et on peut trouver le delta H, donc la variation de H qui est supposée suffisamment petit pour pouvoir faire une linéaire, une approximation linéaire. Donc, finalement, le H final et le BSC final va être trouvé au bout d'un certain itération. Donc, ce qui est aussi intéressant de voir, c'est le contenu dans la matrice B. Donc, la première colonne de matrice B, donc on voit qu'il contient plein d'informations. Ça coûte assez cher à coder, mais après, la deuxième, ça contient un peu moins d'informations, le troisième, encore un peu moins. Et au bout d'un moment, il contient quasiment plus rien, donc ça coûte vraiment pas cher à coder. Et ce qui va être intéressant à comparer aussi, c'est la colonne B avec homographie et sans homographie. Donc, si on applique les homographies, donc si on compare par exemple la deuxième colonne B, on peut voir que ça contient moins d'informations que la colonne B sans homographie. Donc en fait, celui-là, ça va nous coûter moins cher pour coder. Donc, ça montre l'intérêt d'appliquer les homographies pour aligner les images. En termes de performance, donc si on compare à HEVC, donc on voit qu'on est pas mieux qu'HEVC, à peu près 1 à 2 dB de mieux par rapport à HEVC. Et voilà, alors, après pour conclure, donc, je vais présenter donc 3 méthodes pour faire la compression de light feed. Donc, et ces méthodes-là, il faut dire que comme c'est une représentation compacte, donc ça peut aussi appliquer pour des problèmes inverses. Donc, par exemple, les problèmes imprinting de super résolution, d'énormine, extrapolation de vue, etc. Donc, tout ça, je n'ai pas fait dans cette présentation-là, mais on a fait aussi quelques travail sur ce problème inverse en utilisant ces modèles de représentation compacte de la vie. Donc, merci tous. C'est la fin de ma présentation. Moi, j'en ai 2 pour la première, 2 pour la deuxième et 1 pour la dernière. Okay. Du coup, juste pour la première, au niveau des tailles du bruit et du light field, et le temps de calcul pour compresser ça, à peu près. La taille, oui. Oui, la taille du coup. Alors, après en pixels. Oui, alors la taille de light field, en fait, on a donc 81 images. Donc, chaque image, ça fait à peu près, alors si je me souviens bien, ça fait à peu près 5 pixels fois 500 pixels fois 700 pixels. Donc, ça, c'est l'image. Et donc, la taille de bruit, c'est c'est à peu près 30 fois 30 fois 30 fois 15. Calcul pour entraîner le réseau. Alors, le temps de calcul, alors ça c'est un peu le problème de ce genre de travail parce que pour chaque live feed, je dois entraîner un réseau. Donc, le temps de calcul, donc pour entraîner un réseau, ça met à peu près 5 à 6 heures. Mais par contre, donc ça c'est le côté encodeur. Mais pour le côté décodeur, comme c'est juste une simple inférence à faire, donc c'est plutôt vite. C'est 0 quelques secondes. Ok. Et HEVC, ils sont mis les images du Lightfield sont mis comme une vidéo pour les compresser. Oui. Ok. Ok, ça c'est les questions pour le premier. Oui, okay. Sinon sur le deuxième, j'avais une question sur l'angle de vue. Donc, si on prend les corners, l'angle de vue du Lightfield est très petit pour pouvoir estimer la disparité entre les deux. Non, justement, si on prend les coins des images, si on prend les coins de Lightfield, donc ça correspond à l'angle le plus grand. Oui, mais enfin, il n'est pas
enfin, il n'est pas très grand vu qu'on peut estimer la disparité, sinon il n'y aurait pas de similarité entre les deux. Similarité entre nous, similarité entre... Pas pour matcher les objets entre les vues. Non, même avec une grande disparité, là, par exemple, je montre, ici, je montre en fait la disparité, ça peut aller de 10 par exemple jusqu'à 100 pixels. Okay. Donc 100 pixels de disparité, c'est pas mal. Okay. Sinon, la taille des données, là, le réseau, il est entraîné sur combien de... Là, c'est les scènes d'entraînement. Il est entraîné sur combien de scènes à peu près, le réseau? Alors, sur à peu près 100 scènes. 100 scènes, oui. OK. Et juste une dernière question sur le dernier, c'est oui. Donc du coup, l'approximation est faite pour chaque channel de couleurs séparément. La décomposition sur le dernier papier. Oui, alors c'est une bonne question. En fait, alors pour ce travail-là, en fait, j'ai travaillé sur des images noir et blanc. Donc, okay. Donc, il y a une sorte de channel. Après, alors, on peut faire une pour chaque channel. Et on peut faire aussi, ici, en fait, c'est l'approximation faible rang pour le matrice. Mais on peut faire aussi approximation faible rang, mais pour les tenseurs 3D. OK. Ça je peux faire. OK. Parfait. Merci. Sur le Lightroom, en fait, il y a plein de systèmes d'acquisition et du coup, le nombre finalement de caméras, je ne sais pas comment dire, mais le nombre d'acquisitions d'imagettes peut changer beaucoup. Et la disposition des points de vue aussi. Du coup, souvent, il y a une grosse phase de calibration. Est-ce que c'est quelque chose du coup que tu utilises? Est-ce que tu es obligé de recalibrer? Est-ce que tu utilises des paramètres de calibration de ta méthode? Ou est-ce qu'au contraire, c'est complètement transparent par rapport à ça? Oui, c'est plutôt transparent. Là, en fait, je n'ai pas abordé le problème de calibration. Donc, les images que j'utilise. J'imagine que la calibration a été faite. Oui. Ces paramètres de calibration dans la méthode. Oui, en fait, les images que j'utilise, c'est déjà calibré. Et alors, par exemple, pour live feed réel, donc, ce que j'utilise, c'est un live feed qui est capturé par une caméra préoptique. Donc, par la sortie, on dit des images calibrées. Et aussi, pour la fuite synthétique aussi, ce sont des images calibrées. Mais effectivement, juste après, on peut, si les caméras sont espacées un peu par n'importe comment, il faut calibrer les images. Mais ça, c'est en fait un travail amont. Donc, on peut faire les calibrations avant. Et, tu utilises vraiment des paramètres de calibration parce que tu restes en 2D. Enfin, est-ce que tu as besoin de connaître les points de vue vraiment? Non. Je n'ai pas besoin de... C'est quelque chose que tu pourras utiliser, en tout cas, si tu faisais de la compréhension HEVC, si tu connais vraiment comment sont positionnés tes points de vue. Tu peux utiliser ça pour les vecteurs de mouvement, et puis du coup, tu peux utiliser HEVC comme ça. Oui. Tu pourras aussi optimiser vraiment sans les points de vue. Oui, c'est une bonne remarque. Dans ta première méthode, pourquoi tu as séparé les informations angulaires et spatiales? C'était pour avoir des informations en 2 dimensions ou il y avait une autre motivation? Non, je pense que si on sépare ça un peu. Alors, c'est pareil parce que. Comment dire? Parce que je ne veux pas qu'en fait les rideaux, les deux rideaux, parfois fassent la même chose. C'est pour ça que je sais pas. Et souvent, si les deux rideaux fassent la même chose, donc il y a une partie redondante dans les points. Donc c'est dans le but de en fait vraiment minimiser les nombres de paramètres. Dans le deuxième méthode, tu utilisais les familles, ça?
Oui, Et c'est comment tu- non, c'est la première. Ça, c'est la première. Oui. Parce que pour faire les clusters avec les familles, il faut soit connaître le nombre de clusters, Oui, définir un critère de distance. oui. Comment tu fais ça? Le nombre de clusters, donc c'est le nombre de centroïdes, en fait, c'est un paramètre que j'ai prédéfini. Donc, par exemple, je peux fixer, si je veux coder 108 bits, donc je vais fixer à 512 centroïdes. Mais donc, C'est un paramètre. le nombre de bits que tu veux. Oui, oui. Parce que je me demandais comment tu fixais le nombre de. Oui, c'est lié à non bits par connexion. Et du coup, là, pour les 3 méthodes, est-ce qu'elles se comparent entre elles? Alors, oui, parce que en fait, j'ai comparé tous ces 3 méthodes avec HEVC, par exemple. Donc, on peut comparer avec HEVC. Donc, les méthodes le plus efficaces en termes de PSR, c'est la deuxième méthode qui permet de faire la synthèse oui. Et donc, en termes de performance, donc, la première méthode, donc, c'est la moins bon parce que c'est à peu près le même niveau avec HEVC. Mais par contre, comment dire, par contre, on n'a pas besoin de données d'entraînement. Donc ça, c'est un gros avantage. Et aussi, enfin, si on utilise ce genre de méthode pour faire la compression vidéo, donc à l'état actuellement des choses, donc c'est toujours un peu moins bon, c'est par 1 dB moins bon qu'HEVC. Donc, dans l'état là, on n'a pas encore arrivé à la même performance qu'HEVC. Mais alors là, on a à peu près le même niveau d'HEVC. Mais après, je suis d'accord que pour faire la compression de la film, c'est un peu plus facile par rapport à faire la compression vidéo. Parce que par la vidéo, ça bouge un peu de manière un peu arbitraire. Oui. Et la vue, c'est quelque chose de structuré. Ouais, la deuxième méthode, tu vas entraîner avec des live qui ont exactement le même nombre de bits que le live tu vas l'appliquer. Non. Tu peux l'entraîner avec les classes, tu as le paramètre même. Oui, en fait, ce que j'ai dans le réseau, c'est juste les 4 images. Après, la position cible. Donc, la position cible, en fait, c'est un paramètre qui peut varier. D'accord. Qui varie continue.